Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On est actuellement en live ce samedi 20 mai à 9h30, il est tôt, sur twitch.tv/lefoilier, n'hésitez pas à venir nous retrouver. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de stérilisation forcée des femmes. On va parler de tout ce qu'on a pu observer en Europe, dans la première et deuxième partie du XXe siècle et dans le monde occidental en général, dans certains pays d'Asie également. Et puis on va ouvrir sur ce qui se passe actuellement à Mayotte, parce que ce qui se passe à Mayotte est particulièrement inquiétant. Ce qui se passe à Mayotte, on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo, laisse à penser que les droits des femmes sont absolument jamais acquis et qu'il est absolument inenvisageable, ou en tout cas qu'il n'est pas raisonnable de penser que si un jour le Rassemblement national prenait le pouvoir en France, qu'il n'imposerait pas des stérilisations forcées, salut Astia, sur certaines catégories de la population, évidemment. On va se baser sur, en parallèle, Le ventre des femmes de Françoise Vergès, dont on fera la lecture après avoir fait un état des lieux assez inquiétant. Mais pour l'instant, on va juste définir un terme ensemble qui va revenir. C'est le thème malthusianisme, donc une doctrine politique qui prône la restriction démographique, inspirée des travaux de l'économiste britannique Thomas Malthus. Le terme est utilisé pour la première fois par Proudhon en 1849. À l'origine, doctrine hostile à l'accroissement de la population d'un territoire ou d'un État et préconisant la restriction volontaire de la natalité, le mot malthusianisme désigne aussi par extension toute attitude réservée devant la vie et le développement. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Salut Alixia. Donc Thomas Malthus a formulé le premier sa crainte des effets dévastateurs du développement libre. Donc là on parle quand même d'une personne qui réfléchissait au XVIIIe siècle, XVIIIe, début du XIXe siècle, et déjà on avait cette panique d'un accroissement de la population. Mais on va revenir dessus, parce qu'aujourd'hui, le malthusianisme, c'est pas une peur de l'accroissement de la population, hein. C'est une peur de l'accroissement de la population, des populations immigrées, bien évidemment, des pauvres. Il y a aussi un petit peu de relent d'eugénisme là-dedans, et on va en parler. Donc c'est le premier à avoir formulé sa crainte des effets du développement libre, selon lui exponentiel, de la population humaine. On verra que, voilà, c'est un peu plus nuancé que ça aujourd'hui. Des récits de voyage de son époque, en particulier ceux de James Cook, Malthus a tiré une loi naturelle des sociétés naturelles. La population tend à croître plus rapidement que ses ressources, jusqu'à ce qu'interviennent des freins ou des limites à cette croissance. Ça, par contre, c'est plutôt visionnaire. Ces derniers entraînent la population à un niveau permettant de nourrir l'ensemble. Ces obstacles sont de deux natures. D'une part, les positive checks, ou les obstacles répressifs, qui s'imposent de l'extérieur de façon brutale, à l'instar des famines ou des épidémies. Et d'autre part, les preventive checks, ou les obstacles préventifs, qui désignent les décisions conscientes prises en connaissance de cause pour freiner la croissance démographique, avortement, contrôle de naissance, célibat, entre autres. La grande différence, c'est que avortement et contrôle des naissances, ce sont des hommes qui prennent des lois sur les corps des femmes, alors que célibat, ça concerne tout le monde. D'après Malthus, même chez les peuples dits primitifs, les obstacles préventifs existent. Ainsi, la difficulté de se procurer de la nourriture dans les tribus d'Indiens d'Amérique les oblige à vivre à de grandes distances les unes des autres, à défendre leur territoire de chasse, et afin d'éviter le peuplement, ils procréent peu, un ou deux enfants par famille. Malthus s'appuie ici aussi notamment sur les écrits de James Cook, qui s'étonne du peu d'ardeur amoureuse dans ces tribus. Bien. On va tout de suite ouvrir le dossier extrême droite, qui est important, à savoir la théorie du grand remplacement. Vous en avez déjà tous et toutes entendu parler, on va simplement le définir, parce qu'on va en reparler dans cette vidéo, le redéfinir pour être sûr de savoir de quoi on parle. Le grand remplacement, c'est une théorie complotiste d'extrême droite, introduite en 2010 par l'écrivain français Renaud Camus, fondée sur des impressions plutôt que sur des données démographiques réelles, biaisées par une défiance de nature xénophobe et raciste. René Camus affirme qu'il existerait en France un processus de substitution de la population française et européenne par une population non européenne, originaire en premier lieu d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Une très grande majorité de notre immigration vient de l'Europe de l'Est, et pas de ces pays-là, mais on voit bien sûr la panique un peu identitaire. Ce processus conduirait à un changement de civilisation soutenu, voire organisé par une élite politique, intellectuelle et médiatique, qualifiée de remplaciste, qui maintiendrait à ce sujet une conspiration du silence et serait motivée pour ce faire par l'idéologie ou par l'intérêt économique. Rien que ça. Un peu plus loin, l'expression grand remplacement est reprise notamment par l'extrême droite française, en particulier par la mouvance identitaire, tandis que le discours de Renaud Camus est jugé complotiste par certains membres du Rassemblement national, dont Marine Le Pen, qui n'en pense pas moins, et je pourrais vous le prouver d'ailleurs. Divers partis politiques français reprennent l'idée générale d'un grand remplacement du peuple français comme Debout la France et certains ténors des Républicains, sans toujours se référer explicitement aux thèses de Renaud Camus.
Cette expression est particulièrement médiatisée en France courant 2021, à l'initiative du polémiste français Éric Zemmour, en vue de la campagne pour l'élection présidentielle française. Donc, dans une période où on reparle des stérilisations forcées des femmes un petit peu partout dans le monde, qui sont des stérilisations qui sont avancées par des gouvernements soit très à droite, soit d'extrême droite, comme on va le voir. Nous, on a actuellement aux portes du pouvoir potentiellement le Rassemblement national, qui ne fait que grimper. Je veux dire, ils ne prennent absolument pas la parole sur les mesures sociales là, qui se passent, et le mouvement social, et pourtant ils continuent à grimper dans les sondages, c'est extrêmement inquiétant. On n'a aucune raison de penser que si un jour ils étaient au pouvoir, ils n'appliqueraient pas ce genre de choses. Et c'est pas simplement une panique de ma part, je vais vraiment pouvoir vous montrer tout ça. Et on va en parler tranquillement. Pour tordre quand même le coup à une grande idée reçue, vous m'aviez envoyé un article qui est très intéressant, qui s'appelle « L'Atlas de l'Afrique AFD, la fécondité en baisse, continue depuis 40 ans ». Bien évidemment, quand vous regarderez cette vidéo sur YouTube, je la mettrai en vidéo demain matin, vous aurez tous les liens dans la description, vous pourrez aller lire vous-même. Et cet article est très intéressant, puisqu'il montre que, effectivement, si les populations en Afrique, même si les populations d'Afrique, ça veut rien dire, enfin je veux dire... Un Sénégalais, c'est pas un Botswanais, c'est pas un Malien, mais bon, passons. Si effectivement le taux de natalité est toujours plus élevé que le taux de natalité par exemple en France, selon les années, on serait entre 1,95 et 2 enfants par femme. Là, si on faisait la moyenne sur le continent africain, on serait autour de 4, 4,5. Il faut quand même bien se rappeler que l'évolution de la fécondité en Afrique, elle diminue, elle chute. Elle chute grandement, d'accord, dans toutes les régions d'Afrique, ça a été divisé en 7 grandes régions, à savoir le Sahel, l'Afrique centrale, le Golfe de Guinée, l'Afrique de l'Est, l'océan Indien, l'Afrique australe et l'Afrique du Nord. Donc vous voyez, le taux de natalité baisse. Le taux de natalité baisse un petit peu partout dans le monde, pour toute une série de raisons. Moi, je ne suis pas démographe, donc je vais essayer de ne pas trop vous dire de bêtises, mais les raisons principalement avancées, c'est l'urbanisation des personnes, l'accès au travail aux femmes, la pauvreté aussi. À partir du moment dans les pays européens, donc ça explique plutôt les baisses de natalité en Europe, où le pouvoir d'achat baisse considérablement, c'est plus difficile d'avoir un endroit où se loger, donc c'est plus compliqué d'envisager de faire des enfants à l'âge de 22 ans, puisqu'évidemment on ne gagne pas d'argent, on n'a pas encore d'endroit pour vivre. Et donc ce qui est très intéressant avec tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que l'une des façons pour lutter contre les problématiques dont on va parler, ce serait de lutter contre la pauvreté, typiquement à Mayotte, puisqu'on va parler de Mayotte aujourd'hui. Il faudrait lutter contre la pauvreté à Mayotte, il faudrait je ne sais pas, proposer des plans de relance énormes, faire quelque chose, je ne sais pas, pour le bassin de l'emploi, j'en sais rien, enfin, je ne suis pas du tout politologue ni économiste. Mais la dernière des solutions, c'est d'aller stériliser des forces des femmes, puisque c'est précisément ce dont il est question actuellement. Un petit point quand même, la Cour pénale internationale, en 2002, a publié un grand dossier qui rappelle qu'il existe différents types de crimes qui tombent sous la juridiction de la Cour pénale internationale, dont le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et dans les crimes contre l'humanité, ils estiment que les stérilisations forcées, ou autres formes de violence sexuelle de gravité comparable, tombent sous le coup des crimes contre l'humanité. Et quand on va regarder un petit peu ce qu'ils sous-entendent par là, puisque sur le site de la Cour pénale internationale, c'est un petit peu plus développé, forcer une population à prendre un contraceptif, forcer des femmes à prendre des contraceptifs qu'elles ne voudraient pas, tombe sous le coup de ce qu'ils appellent la stérilisation forcée. Donc ça, c'est du crime contre l'humanité. Et ce dont on va parler aussi, puisqu'on va en parler dans pas longtemps quand on va parler du ventre des femmes de Françoise Vergès, c'est d'un crime contre l'humanité commis par l'État français sur l'île de la Réunion dans les années 60 et 70. Un truc qui a été complètement oublié, qui ne nous a jamais été enseigné, et dont il faut absolument qu'on reparle. Un truc assumé par l'État français en plus. En quelques mots, pour vous donner un préambule, on est en 70 à La Réunion, la loi sur l'IVG elle date de 75. Avant 1975, une femme ou un médecin qui pratique l'avortement sont passibles d'une peine d'emprisonnement très lourde, mais sur l'île de la Réunion, pas de problème. L'île de la Réunion était très pauvre. Il y avait un développement apparemment inquiétant d'après l'État français à l'époque sur l'île de la Réunion, donc on a stérilisé des femmes de force, voilà, qui venaient pour des IVG, donc on leur pratiquait l'IVG, puis on les stérilisait sans leur poser la question. Et ça, c'était en France, jusqu'aux années 70, au moment où le scandale a éclaté. Justement, on va parler de ça, elle est pas drôle. Donc, il y a plusieurs choses à dire. C'est-à-dire que, en fait, les campagnes de stérilisation, elles sont parfois à visée un peu racistes, un peu colonialistes, un peu identitaires. Elles sont parfois pour des raisons purement eugénistes. Et là, vous avez un article de La Croix, dont le titre est « Stérilisation forcée au Japon, les victimes déboutées ». Et on y apprend quoi? Que plus de 25 000 Japonais et Japonaises ont été stérilisés contre leur gré entre 48 et 96. Donc vous voyez, c'est quand même très récent, quoi. En raison de leur handicap mental ou physique.
Malgré la reconnaissance du caractère institutionnel de cette loi eugénique, la justice a refusé d'indemniser les victimes. Il y a eu un appel, je ne sais pas trop où ça en est, j'ai pas tout lu. Et donc en fait, ils ont stérilisé qui? Eh bien, on va lire ça. Ils ont stérilisé les personnes atteintes de handicap mental ou physique, les personnes qui avaient un quotient intellectuel inférieur à 70 et qui avaient déjà eu des enfants. Là, vous avez Itsuka a subi une stérilisation à 16 ans à cause de la loi eugénique sur la protection qui a été mise en place en 1948 pour protéger la santé et la vie de la mère en empêchant, du point de vue eugénique, l'accroissement du nombre des enfants inférieurs. Donc ça, c'est un truc qui a été expliqué en 1948. Après la guerre de 1945, du fait du manque de nourriture et de logement, les politiques cherchaient à freiner le nombre de bébés. La stérilisation des personnes handicapées était un moyen pour eux de sélectionner les enfants en meilleure santé. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on nous le dit, à cause du fait de manque de nourriture, parce que la population était pauvre, parce qu'on avait peur de ne pas pouvoir tous les nourrir, et plutôt qu'en fait aller chercher des plans de relance de ce point de vue-là, parce que ça peut s'envisager, hein. On peut imaginer, ah oui, j'ai vu la vidéo de Wissam d'ailleurs, absolument. On peut tout à fait envisager des politiques, je sais pas, agricoles, comme on l'a décidé en Europe, pour justement réussir à nourrir la population. Non, en fait, on prend des décisions sur les corps des femmes, pour les empêcher d'avoir des gamins, et sur les corps des hommes en l'occurrence, puisque voilà, tout le monde avait été concerné là au Japon. Ici, on a une autre cause de stérilisation, contrainte en Inde. Donc là, ça ne concerne pas les populations immigrées, ça concerne toute la population indienne, mais pas vraiment toute la population, comme vous allez le voir. C'est la méthode la plus populaire dans les pays en développement et le moyen de contrôler les naissances les plus utilisées dans le monde, selon un rapport de l'ONU en 2011. Ce que l'article nous apprend, et ça on s'en doute, évidemment, c'est que c'est pas toutes les indiennes qui sont stérilisées, c'est les ethnies mineures. C'est évidemment les petites ethnies chez qui en fait on va insister pour une stérilisation. Et donc déjà là on voit la perversion du truc, c'est-à-dire qu'on voit le côté que nous on va pouvoir dire xénophobe parce qu'en France, à la Réunion, il y avait cette idée que les Réunionnais c'était pas vraiment des Français. Les campagnes de stérilisation sont sponsorisées par l'État en Inde, elles paient des femmes pour qu'elles se fassent stériliser. Ça s'inscrit dans une tentative de contrôle démographique du pays, qui devrait devenir le plus peuplé du monde d'ici 2028. Dans l'état du Chhattisgarh, l'un des pays les plus pauvres, 11 femmes sont mortes à la suite d'une de ces campagnes. Évidemment, dans les états les plus pauvres, c'est les endroits dans lesquels vous avez le moins de moyens médicaux, dans lesquels les gens sont évidemment les moins formés. Et donc, voilà, 11 femmes sont décédées. Juste en une seule journée. Hein. En une seule journée. On les a payé une dizaine de dollars pour ça. Selon le Times, le samedi précédent, il y a eu 83 femmes qui auraient été opérées par un seul et même chirurgien en une journée, en l'espace de 6 heures, ce qui implique que chaque opération de stérilisation était effectuée en moins de 5 minutes en moyenne. Bon voilà, alors qu'il faudrait normalement entre 20 et 30 minutes pour que tout se déroule bien. Évidemment, c'est catastrophique. Et évidemment, voilà, ça touche les ethnies les plus pauvres en Inde. Et certainement pas les castes les plus élevées. Hein, on parle de castes en Inde. Les stérilisations forcées de femmes, elles existent encore dans l'instant présent. Hein. Et d'ailleurs, on va en parler à Mayotte. Et ça existe aussi au Canada. Environ 1150 femmes autochtones ont été stérilisées sur une période de 10 ans. Donc ça, c'était jusque dans les débuts des années 70. Et vous allez voir malheureusement que ça continue. Un nouveau rapport du comité sénatorial des droits de la personne affirme que la stérilisation forcée de femmes autochtones se produit encore au Canada aujourd'hui. Donc là encore, on voit les relents xénophobes, hein, parce que c'est pas vraiment des Canadiens, les autochtones. Et donc voilà, la stérilisation, elle est toujours orientée vers les femmes des populations les plus pauvres, quoi. C'est dramatique. Alors attends, qu'est-ce que tu me dis, Ocarina? Tu parles des enfants de la Creuse, on parle de kidnapping d'enfants réunionnais organisés par la France avec des victimes encore vivantes. Des kidnappings d'enfants, carrément? Ça, je suis pas au courant de ça. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et on a mis des enfants réunionnais en esclavage dans les années 80, c'est ça? Je suis pas tombé là-dessus, Ocarina. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Donc dans les années 80, donc 10 ans après qu'on ait découvert les scandales, du coup, des stérilisations forcées. Je pense que si tu as un lien, n'hésite pas à me l'envoyer. Ici, ce paragraphe-là, il nous parle pratique de stérilisation forcée en Suède, qui a touché 60 000 personnes, au moins 60 000 personnes. Ils ont déporté des enfants de la Réunion pour peupler la Creuse, j'ignorais complètement, mais c'est incroyable. Dans les années 80, donc 10 ans après les scandales du docteur Moreau et compagnie, 10 ans après, il y a eu des déportations d'enfants réunionnais. C'est incroyable. Bref. La Suède a procédé entre 1935 et le début des années 70 à une campagne de stérilisation forcée qui a touché 60 000 personnes dans le pays.
au nom d'une société meilleure et non sans certaines arrière-pensées racistes. Merci beaucoup, Alexiaza. J'ouvre ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est encore que cette horreur? L'affaire des enfants de la Creuse ou des réunionnais de la Creuse est très connue à La Réunion. Entre 62 et 84, ah bah ouais, donc 14 ans après que les faits aient été jugés, au moins 2150 enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance ont été transférés dans les départements métropolitains. Ouais, transférés, quelle honte. Les victimes de ces transferts les ressentent comme une déportation assez épouvantable. C'est épouvantable. Ok, j'ignorais. Merci d'avoir précisé et de me permettre de me corriger. Donc on parlait des stérilisations en Suède. Qui a été stérilisé pendant je ne sais combien d'années? Des handicapés mentaux, des marginaux, des femmes aux mœurs libertines, des délinquants, personnes d'origine étrangère, tous ceux qui pouvaient gêner la Suède bien pensante dans l'édification d'une société moderne et parfaite ont risqué, pour une grande partie d'entre eux, subi la stérilisation obligatoire pendant 4 décennies. Vous vous rendez compte, hein? Des femmes aux mœurs libertines. On croit rêver, quoi. On croit vraiment rêver. Oui, non, bah justement, hein, c'est ce qu'on va voir, on trouve ça à peu près partout. Hein. Ça, c'est l'instant présent. Des stérilisations forcées de Mexicaines aux États-Unis. Ça, on est dans l'instant présent, donc il y a une grande enquête qui est ouverte. Le gouvernement mexicain a annoncé avoir lancé une enquête pour déterminer si des Mexicaines ont été stérilisées sans leur consentement dans un centre de rétention pour migrants aux États-Unis. Donc ce truc-là, il a pris beaucoup d'ampleur. L'enquête est tout le temps en cours. Et on est encore, du coup, sur un pays qui décide de stériliser son immigration. Donc vous voyez que ce que je vous ai montré au départ, les trucs de... alors, de toute façon, les raisons eugénistes sont tout aussi scandaleuses, mais en réalité, il y a quasiment tout le temps de la xénophobie derrière, quoi. Systématiquement. Au Mexique, c'est pas mieux. La Commission nationale pour prévenir et éradiquer la violence contre les femmes, qui dépend du ministère de l'Intérieur, a présenté jeudi 14 février un rapport au Sénat qui indique une recrudescence de la violence faite aux femmes. Dans certains États, une stérilisation forcée des femmes fait partie des campagnes de planification familiale liées aux programmes sociaux. Donc encore une fois, ils vont stériliser des femmes pauvres. Encore une fois. Au lieu d'expliquer aux femmes comment planifier une famille, certains médecins et infirmiers abusent de leur pouvoir pour les stériliser. D'autres utilisent l'octroi d'avantages sociaux pour faire pression sur les femmes et obtenir leur accord. On a vu le truc un petit peu similaire. Le point du mari. Une honte pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le point du mari. Après un accouchement, vous avez des gynécologues qui, sans le consentement de la femme, font un point de couture, je crois qu'il n'y a aucune autre façon de décrire ces bouchées, pour resserrer le vagin pour que le mari il ait encore du plaisir après. C'est absolument honteux, quoi. Oh, salut Noé, comment vas-tu Noé? Merci d'être présent sur la chaîne. Allez voir la chaîne de Noé. Elle est très intéressante, j'ai vu 4-5 de ses vidéos là jusque-là. Et sa dernière, parfait, est très intéressante, je vous montre ça. Voilà. Ah non, je l'ai pas vu celle-ci. Si, sur décoder le langage animal, c'était très bien. Par contre, il y en a une autre que j'ai adorée de toi, Noé, que j'ai trouvé remarquable. Ah, celle-ci. Sur Regele Gorilla, j'ai trouvé que cette vidéo était remarquable. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce travail-là. Oups, excusez-moi. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Voilà, on va pas se remettre ça. Le voilà, si ça vous intéresse. J'en étais où malheureusement? Ouh là là, c'est dur. Hein. Au Mexique. En Caroline du Nord, à votre avis, qui sont les femmes qu'ils ont stérilisées? Enfin, je dirais, la question, elle est rhétorique. De plus de 7600 hommes et femmes ont fait les frais jusqu'en 1974 d'une propagande d'intérêt public, empêchant notamment les personnes faibles d'esprit de se reproduire, une campagne qui a ciblé en priorité les Afro-Américains. Et ce qui est incroyable, et ce qui est dramatique, salut Bouguiner, et qui fait mal, salut Asnar, c'est de se dire qu'en fait, pour cacher du coup leur racisme latent, ils font passer ça pour une campagne eugéniste, ce qui est aussi dramatique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est fou, quoi. Et ces campagnes de stérilisation ont eu lieu dans une grande partie de la partie sud des États-Unis. Je vous ai pris qu'un seul article, mais il y a plein d'États qui ont été concernés, hein. Plein d'États. Il y a eu la Virginie aussi, par exemple, le Mississippi. Enfin bon, j'ai trouvé plein d'articles là-dessus. Sur, évidemment, les populations afro-américaines. Stérilisation forcée des femmes, des Roms dans l'Europe d'aujourd'hui. Là, on parle d'aujourd'hui. Un article très long ici du Cairn que je n'ai pas lu en entier, qui raconte comment on stérilise de force les femmes roms en Europe, aujourd'hui. Hein. Stérilisation forcée au nom de la lutte contre la pauvreté au Pérou. Encore une fois, on va aller s'attaquer aux femmes pauvres. Environ 270 000 femmes et 22 000 hommes ont été stérilisés entre 1996 et 2000 au Pérou dans le cadre d'un programme de contrôle de la natalité. Le but du président Alberto Fujimori et de son exécutif était de réduire la pauvreté. Plusieurs milliers de femmes, des Amérindiennes,
qui ne parlaient pas toujours l'espagnol, disent avoir été stérilisées de force. Nombre d'entre elles luttent depuis plus de 20 ans pour obtenir justice et réparation. Encore une fois, ils s'en prennent à leur minorité. Là, c'est aujourd'hui, en Israël, des femmes juives d'Éthiopie se seraient vues imposer à leur arrivée l'injection d'un contraceptif de longue durée. On nous a dit qu'il s'agissait d'un vaccin, que les gens qui ont beaucoup d'enfants souffrent. Le témoignage de 35 immigrés éthiopiennes en Israël a fait l'effet d'une bombe. Dans un reportage télévisé diffusé en décembre, sur le déclin de 50% de la natalité au sein de la communauté Falacha, les migrantes éthiopiennes racontent comment elles se sont vues imposer l'injection d'un contraceptif de longue durée, le Depo-Provera, afin d'obtenir le précieux droit de résider en Israël. Le quotidien Haaretz précise que le Depo-Provera est habituellement réservé aux femmes placées en institution souffrant de handicap. L'immigration soumise à une forme de stérilisation, c'est ce que rapporte l'une de ces femmes passées par les camps de transit. Nous avons eu peur, nous n'avions pas le choix. Sans eux, sans les Israéliens et sans leur aide, nous ne pouvions pas vivre là-bas. L'accès en soins médicaux et à l'aide humanitaire de l'American Jewish Joint Distribution Committee aurait également été conditionné à ces injections. Ah bah oui Serge, hein, c'est grave, hein, salut Motitsmar. En URSS, stérilisation forcée à des déportés, issus de la communauté allemande de Roumanie, dans des camps de travail après la Seconde Guerre mondiale. On voit les patterns, hein. Les patterns sont évidents. C'est systématiquement sur les minorités. C'est les femmes issues des minorités qui subissent ça, quasiment exclusivement. À quoi ressemble l'extrême droite norvégienne? Question rhétorique, j'imagine. Je voulais vous lire ce paragraphe ici. Alors, comparer Hitler et l'islam. Bravo, hein, le Norvégien. Entre 90 et 2008, il y a eu aussi le Parti de la Patrie. Son leader, Harald Treffal, avait quitté le Parti du Progrès en 1986, le jugeant trop laxiste. Avant de créer sa propre formation, il s'était présenté en 89 sous les couleurs d'un mouvement au nom sans équivoque, Stop Immigration, qui finit par être absorbé par l'Alliance électorale blanche, dirigée par Jack-Erik Hughes. Ce dernier avait été condamné par la justice norvégienne en 97 à 60 jours de prison avec sursis et 20 000 couronnes norvégiennes, pour avoir demandé la stérilisation forcée des migrants, y compris des enfants adoptés ou les conjoints de couples mixtes. Politiciens, quoi, hein, d'extrême droite, hein, complètement décomplexés. En 99, le Parti de la Patrie est mentionné dans un rapport du Conseil de l'Europe traitant de la situation de l'extrême droite en Europe et des menaces pesant sur la démocratie. Les Ouïghours entravent aux naissances, un critère de génocide. Là, on parle encore du quotidien. La stérilisation forcée des Ouïghours, documentée par le chercheur Adrian Zenz, pourrait enfin pousser les partenaires de Pékin à réagir. Tu parles, on s'en fiche. En 2019, un canton de Xinjiang planifie la stérilisation en un an de 34% de femmes en âge de procréer. Chez les Ouïghours, encore une fois. Je crois que vous voyez le tableau. Vous avez une idée du tableau. Bien. On revient là-dessus. Vous êtes en France. On est en 2027, dans 3 ans et demi. D'accord ? L'élection présidentielle passe. Le Rassemblement national arrive au pouvoir. Hanté par cette idée du grand remplacement. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait se passer potentiellement? Évidemment qu'ils pourraient proposer ce qu'eux ils appelleraient, avec leur élément de langage classique, une sorte de politique nataliste qui serait orientée exclusivement vers les personnes en situation d'immigration, vers les femmes immigrées. Et exclusivement. Alors, ce sera probablement pas forcé, ça se passera probablement pas comme ça s'est passé à La Réunion, mais ce sera incité. Voire soumis à des allocations, voire soumis à, comme en Israël, à la possibilité de rester sur le territoire, des horreurs comme ça. Et moi, je ne comprends pas en fait que les gens considèrent que tout ce qu'on voit dans les pays d'Europe autour de nous, dirigés par l'ultra-droite catholique ou par le Rassemblement national, et quand on voit ce qu'ils font aux droits des femmes sur l'IVG, etc., j'ai du mal à comprendre comment en fait ces gens-là n'ont pas peur de ce qui pourrait se produire demain si c'est arrivé chez nous. On n'est pas à l'abri. Hein. On n'est vraiment pas à l'abri. Je sais pas, ouais, Feriluna, je ne sais pas. En tout cas, je suis très inquiet. Et donc, il est juste temps de parler un peu de Françoise Vergès, là, rapidement. Et juste de vous lire quelques extraits du premier chapitre, qui s'appelle L'île de Dr Moreau. C'est quoi la maison d'édition? Maison d'édition, c'est Espace Libre. C'est un ouvrage qui coûte 8 €, si je me rappelle bien. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément donné 8 € pour un bouquin, mais si vous avez quand même l'occasion, je vous le recommande grandement. Et ça raconte, en juin 70, les parents d'une petite fille de 17 ans, habitant du petit village de Trois-Bassins dans l'ouest de l'île de la Réunion, appellent le docteur Cerveau, médecin généraliste catholique et président de la Croix-Rouge locale.
Leur fille est dans un état comateux et saigne abondamment. Le docteur diagnostique une hémorragie consécutive à un avortement et un curetage, et apprend qu'elle les a subis à la clinique orthopédique de Saint-Benoît, une ville dans l'est de l'île. Le médecin prévient la police et porte plainte contre X. L'enquête est confiée au juge d'instruction Duprat et à l'officier de police principal Pretzlin de la police judiciaire de Saint-Denis. Selon les premières informations, d'autres avortements auraient été pratiqués à la clinique de la ville de Saint-Benoît, sans doute des milliers. Les débuts de l'enquête révèlent que l'avortement constaté par le docteur Cerveau n'est qu'un cas parmi des centaines, voire des milliers d'avortements forcés, souvent suivis de stérilisations qui auraient eu lieu à la clinique Saint-Benoît. Des éléments mettent en cause une personnalité importante de la droite et de la vie économique locale, le docteur David Moreau. Les médecins les pratiquants auraient massivement détourné de l'argent public. En effet, ils déclaraient des chiffres supérieurs à ceux admis pour des petites interventions chirurgicales et accumulaient les bons de l'assistance médicale gratuite, qui leur garantissaient des remboursements par la sécurité sociale. Des nouveaux chiffres finissent par apparaître dans la presse sur le nombre d'avortements à la clinique, entre 1300 en 68 et 1500 en 69. L'opération a parfois été faite sur des femmes enceintes de 6, 7 ou 8 mois. On trouve dans le dossier un témoignage sur un cas où le fœtus... Oh là là, je peux pas vous lire ça, excuse-moi, je peux pas vous lire ce passage. Après l'avortement, le médecin stérilisait souvent la patiente sans lui avoir demandé son avis. Les plaintes pour avortement suite stérilisation sont les plus nombreuses dans le dossier du juge d'instruction. Oui, on parle de bébés vivants, c'est pour ça que j'ai pas pu vous lire ce qu'ils ont été obligés de faire. Un autre témoignage révèle qu'une jeune femme enceinte est sortie de la clinique avortée et stérilisée, et que la clinique a réclamé à la Sécu le remboursement de 11 jours d'hospitalisation. Elle n'y était restée que 8, donc en plus de ça, c'était pour du pognon. Il y a un docteur qui s'appelle Ladjadj qui déclare lors de son audience « J'ai pris mes responsabilités. Pourquoi ai-je pris ce risque considérable de me lancer dans de telles opérations ? Parce qu'on me l'a demandé. Je répète qu'ayant le feu vert, à aucun moment je ne me suis senti coupable. » Il précise ensuite « Il y a à La Réunion une atmosphère prédisposant à l'avortement et la publicité antinataliste, vous voyez les éléments de langage, orchestrée aussi bien à la radio que dans les organismes même de la sécurité sociale et dans les centres du planning familial, qui ont contribué à me faire prendre mes responsabilités. » Il affirme avoir vu une lettre du ministère UDR Marc Jacquet, qu'il cite, déclarant que l'avortement pouvait être considéré comme un moyen d'arrêter la surpopulation à La Réunion. Alors que c'était illégal, on est en 70, la loi Veil c'est 75. 75, oui c'est ça. Pour lui, l'avortement est la seule solution valable au problème démographique tragique dans ce département. C'est fou, quoi. La seule solution c'est d'avorter des femmes et de les stériliser, quoi. Enfin, c'est du délire, quoi. Car La Réunion est malade de démographie, on les entend ces discours encore aujourd'hui, ils sont dangereux les discours à Mayotte là. Ils portent un regard méprisant de classe et de race sur les femmes réunionnaises. Ces femmes sont frustres, elles confondent hémorragie et règles normales, pas la peine de discuter avec elles ne se soumettent pas aux examens. Une femme enceinte de 3 mois a subi une opération chirurgicale, et elle écrit qu'à son réveil, on lui a dit qu'elle avait été opérée de l'appendice. Mais elle ajoute qu'en fait, on lui a ligaturé les trompes et tué l'enfant qu'elle portait. On est en 70, les amis. C'est à 50 ans. Et on l'a vu, ça c'est du crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Quant à David Moreau, qui fut l'un des acteurs principaux du drame en sa qualité de médecin, ayant ordonné des avortements et gérant des cliniques où ils ont été pratiqués, il ne sera jamais inculpé et restera étrangement au second plan. Dans le monde esclavagiste et colonial, une profusion d'ouvrages de médecins ou d'observateurs avait été publiée sur la sexualité non européenne et sur la manière dont le pouvoir colonial devrait intervenir pour entrer dans l'intimité des couples, gérer les relations sexuelles entre Européens et non-Européens, et contrôler ce qui était perçu comme des excès ou des perversités. La postcolonialité républicaine poursuivit ce projet. C'est dans ce cadre que Debré s'intéressa à la sexualité des femmes réunionnaises qu'il décrivait en ces termes dans une politique pour la Réunion, on cite Debré, « Depuis les débuts de la colonisation, les femmes de la Réunion ont eu des enfants sans compter. C'était nécessaire, l'île était déserte et la mortalité importante. Et n'oublions pas le manque naturel de soucis des créoles en matière de sexualité. » Oh putain la vache. Les femmes réunionnaises, qui constituaient pour lui une masse indistincte, étaient représentées comme des êtres sans conscience. Nul doute que si on leur avait demandé, les femmes esclaves n'auraient pas décrit la même réalité. D'une part, ces enfants qu'elles avaient eus prétendument sans compter, ce qui était loin d'être vrai, entraient dans la logique de l'économie esclavagiste, et ces enfants pourraient leur être enlevés du jour au lendemain. D'autre part, la dureté des travaux auxquels elles étaient soumises et leur sous-alimentation chronique avaient pour conséquence un fort taux de mortalité chez les mères et les enfants. Les femmes esclaves victimes de viols et de tortures n'étaient pas considérées comme des mères, elles n'étaient que des corps et des ventres. Les tropismes de la littérature coloniale transparaissaient dans l'ouvrage de Debré. L'opposition de la droite et de Debré aux droits des femmes en France à disposer de leur corps allait de pair avec leur soutien aux politiques antinatalistes dans les Outre-mer. Si en France, Debré restera campé sur sa position contre le contrôle des naissances,
hein, en France il est contre, il continue à affirmer à chaque occasion que les réunionnaises faisaient trop d'enfants. Il le redit en 69 au ministre des Outre-mer, Michel Inchospé. Le problème numéro 1, c'est la démographie, le grand mal de ce pays. Le reste, je vais peut-être pas vous le lire parce que ça fait déjà beaucoup d'extraits et j'aimerais bien que vous puissiez vous le procurer cet ouvrage si vous avez l'occasion. Si vous n'avez pas l'occasion de vous le procurer, on peut aussi faire un truc collaboratif. Je peux aussi l'envoyer à l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous, qui le lit, qui l'envoie ensuite à l'une d'entre vous. On peut se faire tourner les ouvrages comme ça si vous le souhaitez. Hein, si vous n'avez pas les moyens d'acheter des livres et que vous avez d'autres priorités, je comprendrai très bien. Cela étant dit, on a bien compris, stérilisation forcée dans le monde, dans le passé, au XXe siècle, dans l'instant présent, ça concerne toujours les minorités évidemment. Les femmes sont beaucoup plus concernées que les hommes, soit dans leur totalité, soit à 90%, 10%. Et aujourd'hui, on lit des trucs assez inquiétants. Je vais commencer par Révolution permanente, qui a sorti un article le 11 mai, donc il y a 9 jours, qui s'appelle « Néocolonialisme et patriarcat. À Mayotte, l'ARS incite les femmes à se faire stériliser. Ne faisons pas semblant, s'il vous plaît, de ne pas comprendre ce qu'inciter signifie là. Ne faisons pas semblant de considérer que quand en Israël, ils monnaient la possibilité de rester sur le territoire avec en échange une contraception, que ça n'est pas une même forme de contrainte. Inciter les femmes à se faire stériliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi les inciter ? Ça veut dire qu'a priori elles n'en ont pas envie puisqu'on les incite, mais comment on les incite ? Je veux dire, c'est un consentement libre et éclairé, on leur explique exactement ce que ça signifie, on leur dit bien qu'en fait c'est définitif, comment c'est présenté. Permettez-moi de croire que c'est absolument pas ce qui s'y passe. On le voit bien avec les stérilisations des femmes qu'on a vues tout à l'heure au Pérou, qui parlent mal la langue, qui comprennent mal ce qui se passe. Et donc lisons l'article. Ah non, pas pour les hommes, que les femmes, et c'est ça c'est ça qui est scandaleux, Roxane. Et ça, du coup, vous allez voir, j'ai plusieurs articles à vous lire là-dessus. À Mayotte, depuis la fin du mois de mars, les femmes sont incitées par l'ARS à se faire ligaturer les trompes pour faire face à la natalité croissante. On retrouve le même discours que Debré en 70, quoi. Une politique malthusienne, on l'a définie au départ, profondément patriarcale et xénophobe pour les personnes qui découvriraient la chaîne aujourd'hui. Patriarcale, société du père, hein, une société dans laquelle le pouvoir est aux mains des hommes, qui va mettre en place toute une série de préceptes sexistes et misogynes pour valider la domination masculine, et xénophobe, donc xénophobe, on connaît tous ce que c'est, hein, la peur ou qui déteste les étrangers, au service de l'impérialisme français. Le 24 mars dernier, un mois avant le lancement de l'opération Wambushu, le directeur de l'ARS de Mayotte, Olivier Brahic, venu de métropole, annonçait sur Mayotte la première: « Je n'aime pas beaucoup ce terme, mais c'est cela, on va proposer aux jeunes mères une stérilisation. En clair, on leur proposera de leur ligaturer les trompes. » Aux jeunes mères, donc elles viennent d'accoucher, c'est pas du tout le moment où tu peux, où tu peux consentir à quoi que ce soit. Tu viens d'accoucher, c'est un moment de fragilité, quoi. Alors que l'île a enregistré un nombre de naissances record ces 2 dernières années, cette mesure est présentée comme un moyen de lutte contre la croissance démographique, qui met à rude épreuve les structures de santé. Eh bah, ouvrez d'autres structures de santé. J'en sais rien. Je veux dire, c'est pas possible. Bon coiffeur pour ton loulou. Enfin, je veux dire, vous avez le choix entre engager une politique de santé à Mayotte et stériliser des femmes, et vous choisissez stériliser des femmes. Je veux dire, vous cherchez quoi en fait ? L'idée, c'est que cette proposition puisse être faite au CHM, dans les PMI ou par les sages-femmes du secteur libéral. C'est déjà en cours, il n'y a pas de révolution majeure, relativise-t-il. C'est déjà en cours. Punaise. En présentant la forte natalité comme un problème sanitaire, l'ARS entend faire passer la stérilisation pour une politique de santé publique. Elle est d'ailleurs mise sur le même plan que l'éducation à la santé sexuelle dès le collège. On croit rêver, hein. On croirait mettre sur le même plan l'éducation à la santé sexuelle et inciter des femmes à être stérilisées, mais enfin, ils n'ont honte de rien. En réalité, cette mesure malthusienne ne répond pas à la préoccupation d'un meilleur accès des habitants de Mayotte aux services publics, mais à une gestion coloniale, profondément patriarcale et xénophobe de la santé, au service des intérêts de l'État français à Mayotte. C'est le seul article qu'on va lire entièrement, c'est important de les lire, en plus ils écrivent très bien, et après on passera vite sur les dernières brèves. La situation sanitaire catastrophique à Mayotte, résultat d'un état d'exception coloniale propre au territoire dit d'outre-mer. La situation sur l'île est celle d'une véritable urgence sanitaire, qui s'est matérialisée pendant la pandémie, avec des taux de mortalité largement supérieurs à la moyenne, et un nombre de décès en hausse de 27% en 2022 par rapport à l'avant-Covid. Cette situation de dégradation s'explique par un véritable traitement d'exception de Mayotte par l'État français, largement hérité de la colonisation,
En effet, les services de santé à Mayotte sont largement sous-financés par rapport à ceux de la métropole. En fait, on va pas tout lire parce que ça risque de faire une vidéo très longue pour YouTube. Mais vous voyez l'idée, quoi. On a le choix entre intervenir pour sauver une île économiquement ou stériliser des femmes, et on choisit sur la stérilisation des femmes. Ça a été repris. Ici, vous avez Presse de gauche. Et là, vous allez voir un truc que vous n'avez pas encore vu dans l'article précédent. Ils en parlaient un petit peu après, hein, mais du coup, vous allez le voir avec le titre. Attention, accrochez-vous parce que ça va vous mettre en colère. Une campagne néocoloniale de stérilisation ciblant les Comoriennes. Et voilà, on y est encore, quoi. Ils vont chercher des minorités pour les stériliser. Putain, c'est horrible. C'est horrible. C'est associé du coup à l'opération policière pour expulser les sans-papiers qui vivent sur l'île. Bref. Voilà où on en est. Le ventre des femmes contrôlé par les hommes, comme disait Vergès, quoi. Libé en parle, stérilisation à Mayotte, contrôle sans surprise. L'ARS de Lille a annoncé fin mars qu'elle allait proposer des stérilisations aux jeunes mères. On cherche toujours à entraver les corps des femmes, surtout quand elles sont pauvres et non blanches. Bravo, Libé. Exactement, Firulona, c'est pour la société, hein. C'est pas du racisme, hein, c'est pas de la xénophobie, hein. À Mayotte, des jeunes femmes invitées à se faire ligaturer les trompes. Et j'en ai pris un dernier sur Cosette, stérilisation des mères à Mayotte, un contrôle du corps des femmes à géométrie variable, condamne la Ligue des droits de l'homme, on va en lire 2-3 trucs. Alors évidemment, Olivier Brahic, il a dit une partie de mes propos a été sortie de son contexte, hein, le fameux contexte dans lequel on peut justifier de stériliser des femmes. Et la phrase c'était « Nous allons mener un projet en lien avec les services avec la PMI et les sages-femmes pour proposer aux jeunes mères une stérilisation, donc une ligature des trompes très concrètement. » Bah oui, hein, avec le contexte on comprend beaucoup mieux. Hein. Mayotte est actuellement le département le plus jeune et le plus pauvre de France. Ils nous disent que la population mahoraise a doublé entre 1997 et 2017. Donc, vous voyez, voilà. Proposer une stérilisation aux femmes, c'est une honte pour la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, Marie-Christine Vergia. Jointe par Cosette, cette dernière déplore premièrement le silence assourdissant ainsi que le manque de réaction médiatique autour de cette annonce, je suis très d'accord. Pour l'heure, en effet, Cosette a recensé seulement 2 articles de presse relayant l'information, l'un paru à l'UMA, l'autre dans Libé, on vient de les voir passer. C'est votre demande d'interview qui a porté ces propos à notre attention, nous n'étions pas au courant, affirme Marie-Christine Vergia. Je suis choquée par ces propos, on n'a jamais vu ça dans un autre territoire de la République française. Si l'annonce avait été faite par le directeur de l'ARS d'Île-de-France, il y aurait eu immédiatement une levée de bouclier. Ils en sont évidemment conscients. Ça, je ne vais pas pouvoir le montrer sur YouTube. Donc pour YouTube, on va arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça ne vous a pas trop scandalisé. Bon, voilà, moi je suis absolument scandalisé par ça. Méfions-nous. Hein. Méfions-nous des théories du grand remplacement. Méfions-nous des propos sur les politiques natalistes. Ça cache des trucs nauséabonds. Et il y a un vrai risque. C'est un vrai risque pour les droits des femmes. Là, à court terme en France, il faut qu'on soit extrêmement prudent, prudente, vigilant et vigilante. Allez, prenez soin de vous.